Aujourd'hui, on va répondre à une question que Marie-Ève nous a envoyée par mail, dans laquelle elle nous demande si, en fait, bien on ne s'est pas trompé sur son diagnostic de trouble bipolaire, si, en fait, elle n'est pas tout simplement au potentiel. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation. Cette semaine, c'est un pack de 3 formations. Tout se trouve en description de cette vidéo. Clique sur le lien, ça ouvrira une autre fenêtre. Tu pourras y retourner plus tard. On a un pack de 3 formations dans lequel, la première formation, c'est le mode d'emploi du haut potentiel. La deuxième formation, c'est canaliste et pensée envahissante. Et la troisième formation, c'est comment sortir de tes phases de mélancolie non productive, comment sortir de ta procrastination. Et ces formations sont disponibles jusqu'à lundi soir prochain, 23h59. Et si tu y arrives plus tard, tu verras, il y aura autre chose en description de cette vidéo. Fais-le maintenant. On est déjà pas mal beaucoup dans ces formations. Donc dans cette semaine de formation, on a beaucoup d'élèves qui ont rejoint. Et je suis toujours heureux de voir autant de personnes qui viennent se former. Ceci étant dit, la question de Marie-Ève que je vais te lire. Bonjour, j'ai fait le test et je suis bien HP et HPE. Je m'aperçois que je ne suis pas si cinglé. Alors je rappelle qu'en fait, je pense que Marie-Ève a fait le test sur une de nos vidéos YouTube dans laquelle on propose de faire un test. Et elle nous dit « Je m'aperçois que je ne suis pas si cinglé, ni si à part que ma famille voudrait me faire croire depuis des années. J'ai été diagnostiqué bipolaire il y a une bonne vingtaine d'années. Je vis avec cet état parfois très bien, en période maniaque, parfois très mal, en phase dépressive. Je me suis battue toute seule, passant aux yeux de tous d'abord pour une feignasse, puis une cinglée, et j'en passe. Toutes les questions et mes réponses à votre test sont exactement ce que je réponds à mon trouble bipolaire en phase maniaque. Voilà ma question, nous dit Marie-Ève. Se pourrait-il que je ne sois pas bipolaire, ou bien alors tous les bipolaires sont-ils au potentiel ? Alors Marie-Ève, effectivement, dans ce trouble bipolaire et le haut potentiel, il y a des similitudes, mais il y a des grandes différences. Donc je vais d'abord définir ce que c'est qu'un trouble bipolaire, et je vais prendre mon petit manuel que j'ai sous la main. Tu entends les feuilles, je fais un petit peu d'ASMR, dans lequel ce manuel, c'est le mini DSM-5, c'est-à-dire les critères diagnostiques qui est édité par l'American Psychiatric Association et qui décrit en fait tous les troubles psychologiques dont le trouble bipolaire fait partie. Donc ce trouble bipolaire, je vais simplifier parce qu'il y a plusieurs troubles bipolaires, mais je vais donner juste l'explication vulgarisée et après on entrera dans le détail. Le trouble bipolaire, en fait, ça alterne des épisodes qu'on appelle maniaques, hypomaniaques et dépressifs. C'est-à-dire que la personne va parfois se trouver dans un état excessivement positif, jovial, enjoué, plein d'énergie, et de temps en temps dans un épisode totalement dépressif avec zéro énergie. Voilà, c'est un petit peu les deux extrêmes du trouble bipolaire. Donc, je vais rentrer dans l'explication de ce manuel DSM-5, et je vais t'expliquer ça en détail pour te faire comprendre la différence qu'il y a entre le haut potentiel et bien faire la différence, Marie-Ève. Donc, je lis. Trouble bipolaire de type 1. Donc, pour un diagnostic de trouble bipolaire de type 1, les critères suivants d'un épisode maniaque doivent être réunis. L'épisode maniaque peut précéder ou succéder à des épisodes hypomaniaques ou dépressifs caractérisés. Ce que je viens de te dire, en fait, ça s'enchaîne entre épisode maniaque, hypomaniaque et dépressif. Donc ça alterne. On donne aussi, c'est les montagnes russes. Donc, définition de l'épisode maniaque. C'est une période nettement délimitée. Donc nettement délimité, ça veut dire que c'est franc, c'est-à-dire que c'est pas progressivement, pendant plusieurs semaines, on tombe. Non, c'est assez rapide. Une période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante. Donc une humeur est élevée, c'est-à-dire très plein d'énergie, expansive, c'est-à-dire que ça parle, ça bouge beaucoup, ou irritable même parfois. De manière anormale, c'est-à-dire que c'est bizarre, c'est pas dans la norme de cette personne-là, et persistante, c'est-à-dire que ça dure. Avec une augmentation anormale et persistante de l'activité orientée vers un but ou de l'énergie. Donc beaucoup d'activité, beaucoup d'énergie. Persistant la plupart du temps, presque tous les jours, pendant au moins une semaine
une semaine, ou toute autre durée si une hospitalisation est nécessaire. C'est-à-dire que c'est à partir d'une semaine l'épisode maniaque. Donc la personne est pendant une semaine hyper énergique, comment on appelle ça, avec une humeur très élevée, expansive. Donc petit a. Petit b, au cours de cette période de perturbation de l'humeur et d'augmentation de l'énergie ou de l'activité, au moins 3 des symptômes suivants sont présents avec une intensité significative et représentent un changement notable par rapport au comportement habituel. Donc, je vais te donner les 7 symptômes. Premièrement, une augmentation de l'estime de soi ou des idées de grandeur. Donc, oui, je me sens bien, je sens capable de tout faire, je peux tout faire, je vais lancer plein de projets, voilà, des idées de grandeur, de l'estime de soi. Deuxième point, réduction du besoin de sommeil. Par exemple, le sujet se sent reposé après seulement 3 heures de sommeil. C'est-à-dire hyper excitabilité, peu de sommeil. Troisième point, plus grande communicabilité que d'habitude ou désir constant de parler. Effectivement, pleine énergie, j'ai envie de te parler, et on fait des choses, viens on se voit, je t'appelle, etc. Tout ça, voilà. Quatrième point, fuite des idées ou sensations subjectives que les pensées défilent. Effectivement, ça va vite, j'ai plein d'idées, j'arrive pas à les accrocher, oh là là, je sais même plus ce que je t'ai dit. Voilà, il y a une sorte de... un petit peu comme si on était drogué en fait. Cinquième point, distractibilité. C'est-à-dire que l'attention est trop facilement attirée par des stimuli extérieurs sans importance ou non pertinents. Donc là, je suis en train de te décrire vraiment le DSM-5, c'est vraiment une description clinique. C'est-à-dire que la distractibilité, effectivement, tout va le distraire. Ah, tiens, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu passer un oiseau par la fenêtre. Tiens, oh là, il y a ce bruit là-bas, etc. Voilà, c'est une sorte d'hyper-excitabilité. Sixième point, augmentation de l'activité orientée vers un but, soit sociale, professionnelle, scolaire ou sexuelle, ou agitation psychomotrice, c'est-à-dire une activité sans objectif, non orientée vers un but. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup d'activités, c'est-à-dire que la personne bouge beaucoup, se met en mouvement au niveau social, professionnel, scolaire ou sexuel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une augmentation de l'activité sexuelle aussi, de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire faire l'amour plus souvent par exemple, ou alors une agitation psychomotrice. C'est-à-dire que j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire du sport, je me mets à faire du tennis, je cours, etc. Je fais de la musculation, je me mets à faire plein de choses parce que, voilà. Et septième point, engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de conséquences dommageables. Par exemple, la personne se lance sans retenue dans des achats inconsidérés, des conduites sexuelles inconséquentes ou des investissements commerciaux déraisonnables. Donc voilà, il y a une sorte de désinhibition sur un petit peu tout. Donc ça, c'était les sous-numéros du point B. Point C, la perturbation de l'humeur est suffisamment grave pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel ou des activités sociales ou pour nécessiter une hospitalisation afin de prévenir des conséquences dommageables pour le sujet ou pour autrui, ou bien il existe des caractéristiques psychotiques. C'est-à-dire que la perturbation de l'humeur, elle est suffisamment grave. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est beaucoup trop excessif. Donc petit a, une période délimitée durant laquelle l'humeur est élevée. Petit b, au cours de cette période, il doit y avoir au moins 3 des symptômes que je viens de citer, augmentation de l'estime de soi, réduction des besoins de sommeil, plus grande communicabilité, fuite des idées, distractibilité, augmentation de l'activité orientée vers un but, engagement excessif dans des activités, au moins 3. Petit c, la perturbation de l'humeur est suffisamment grave pour entraîner une altération marquée du fonctionnement. Petit d, l'épisode n'est pas imputable aux effets psychologiques d'une substance. C'est sûr que si la personne elle prend une substance qui modifie son comportement, voilà, donc il faut que ce soit un comportement entre guillemets naturel. Donc voilà pour ce qui est de l'épisode maniaque. Pour ce qui est de l'épisode, et donc si tu te reconnais là-dedans, dans le point A, le point B, dans 3 des points B et dans le point C, donc je pense que je vais te faire une capture d'écran, je vais te mettre en description aussi cette description, comme ça tu l'auras sous les yeux. Maintenant, description de l'épisode hypomaniaque. C'est une période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est élevée, expansive ou irritable, donc on reprend les mêmes termes. On reprend les mêmes points B avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La perturbation, je vous lis pas tout, n'est pas suffisante pour entraîner l'altération marquée de fonction professionnelle, n'est pas imputable. Bon bref, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus que l'épisode maniaque.
Voilà, on ajoute juste que la perturbation de l'humeur et la modification du fonctionnement sont manifestes pour les autres. Bon ben voilà. La sévérité de l'épisode n'est pas suffisante pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social. Et l'épisode n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, c'est ce qu'on avait dit exactement. Donc on va passer plutôt à l'épisode dépressif, tout en sachant que l'épisode hypomaniaque sont fréquents dans le trouble bipolaire, mais ne sont pas nécessaires pour poser ce diagnostic. Donc on va passer à l'épisode dépressif caractérisé. Donc, petit a, au moins 5 des symptômes suivants sont présents pendant une même période d'une durée de 2 semaines et représentent un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Donc au moins 2. Moins 5 de ces symptômes. Premier symptôme, humeur dépressive présente quasiment toute la journée, presque tous les jours, signalée par la personne. Exemple, se sent triste, vide ou sans espoir, ou observée par les autres, par exemple, elle pleure. Deuxième point, diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, quasiment toute la journée, presque tous les jours, signalées par la personne ou observée par les autres. Troisième point, perte ou gain de poids significatif en l'absence de régime. Quatrième point, insomnie ou hypersomnie pendant presque tous les jours. Cinquième point, agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours. Sixième point, fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours. Septième point, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive. Huitième point, diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer. Neuvième point, pensée de mort récurrente, idée suicidaire. Donc voilà, il faut avoir là-dedans au moins 5 de ces symptômes pour qu'on caractérise un épisode dépressif. Donc, tout ça pour te dire quoi ? Qu'en fait, un haut potentiel, il a certains de ces épisodes, il a certaines de ces caractéristiques, mais pas toutes. Donc il y a une grande différence entre un trouble bipolaire et un haut potentiel qui se sent pas bien. C'est-à-dire qu'effectivement, un haut potentiel, il se remet souvent en question, il a une sorte de mal-être, une sorte d'auto-dévalorisation. Ça, c'est normal chez le potentiel, mais c'est par rapport à sa singularité, à sa différence qu'il ressent ça. Et lui, c'est tout le temps qu'il ressent. Il peut y avoir des variations de l'énergie chez le haut potentiel, mais ce sont des petites variations. Ce n'est pas d'un tout à l'autre, ce n'est pas d'un excès à l'autre. C'est effectivement, un jour, je suis plein d'énergie, puis le lendemain, je suis tellement épuisé par ce faux masque que je porte tous les jours que psychologiquement, je suis épuisé, donc je suis fatigué. Voilà, mais c'est une fatigue. Je ne passe pas pendant une semaine entière hyper jovial, enjoué, plein d'énergie, je fais plein de choses. Et la semaine suivante, je suis en down, dépression, idée morbide. Voilà, on n'est pas dans les cas extrêmes autant que ça chez le haut potentiel, entre guillemets, sain. Donc tu vois, Marie-Ève, que la description du trouble bipolaire est bien décrite par le manuel du DSM-5, les critères diagnostiques, et sont différents et bien plus, excessifs qu'un simple vague à l'âme ou qu'un simple coup de boost de ça à son énergie parce qu'on a bien dormi ou on a eu une bonne nouvelle. Donc effectivement, tu peux te reconnaître dans la description du haut potentiel, dans les 17 questions que je pose dans la vidéo Suis-je au potentiel ? Faites le test. D'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. Parce que ça répond à beaucoup de questions, mais peut-être que tu as les deux. Que tu es au potentiel et que tu as un trouble bipolaire derrière. Donc je ne pourrais pas te poser de diagnostic comme ça ne serait pas très professionnel de le faire comme ça parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ta personnalité. Je sais que parfois il y a des erreurs de diagnostic parce que le haut potentiel, malheureusement aujourd'hui, et on travaille pour, c'est assez mal diagnostiqué et même les professionnels de la santé qui sont formés parfois passent à côté parce que quand on fait passer un test de QI, un test VICE-4 pour les adultes, eh bien le haut potentiel parfois passe à côté parce que c'est un test de performance et on va lui dire non, en fait, tu n'es pas au potentiel, mais par contre, effectivement, par rapport à ce que vous me décrivez, vos problèmes que vous rencontrez, ça correspond à un trouble bipolaire. Donc voilà, ce que je dis toujours, c'est que personne n'a parole d'évangile. Donc il faut émettre des doutes. Il faut toujours au moins avoir 3 avis. Et même moi, je n'ai pas parole l'évangile. C'est pas parce que je dis à quelqu'un, effectivement, d'après le bilan de détection qu'on a fait, tu semblerais être au potentiel, que ça y est, parole d'évangile, ou tu ne l'es pas. Donc il vaut mieux prendre l'avis de 3 personnes de thématiques différentes. Par exemple, un psychologue, un neuropsychologue, ou un neurothérapeute, ou un thérapeute, et se faire un avis holistique,
en prenant plusieurs avis. Parce qu'une personne qui arrive, qui te dit, voilà, vous souffrez d'un trouble bipolaire, mais voilà, après pendant 20 ans, tu te dis, je souffre d'un trouble bipolaire, donc je vais mettre en place des thérapies comportementales, je vais peut-être même prendre des médicaments pour ça. Et si la personne s'est trompée? Si la personne, d'un coup, alors je ne remets pas en doute sa question professionnelle, mais alors déjà, ça peut arriver qu'il y en ait qui fassent ça par-dessus la jambe, malheureusement, mais c'est aussi peut-être une personne qui a fait ça de manière très éthique et qui, en fait, s'est tout simplement trompée. Ça arrive. Donc c'est pour ça que, Marie-Ève, je te recommande de creuser plus loin au niveau de ton haut potentiel. Tu sais qu'à l'université de haut potentiel, on fait des bilans de détection du haut potentiel, ou sinon tu vas voir un psychologue, mais qui te fera passer lui un test de QI, qui est, je te recommande d'aller voir nos vidéos sur la chaîne YouTube pour te comprendre ce que j'en pense de ce test de QI, qui est intéressant, mais qui n'est pas suffisant. Mais sinon, fais un bilan de détection de la douance et tu seras fixé. Parce que c'est pas normal de passer 20 ans de ta vie s'il y a eu une erreur de diagnostic. Parce qu'à ce moment-là, franchement, voilà, faut revenir dans le droit, pas dans le droit chemin, mais il faut que tu reviennes dans le chemin qui t'est destiné dans ce cas-là. Parce que si tu te reconnais dans les 17 questions que je pose de ce petit dépistage, cette petite vidéo de dépistage, peut-être qu'il y a une suspicion de douance qu'il faudrait creuser. Et aujourd'hui, on le sait, les hauts potentiels passent au travers de beaucoup de bilans psychologiques et beaucoup de psychologues, malheureusement, je suis désolé de le dire. J'ai rien contre les psychologues, au contraire, ils font un excellent travail, mais parfois, la thématique du haut potentiel est tellement nuancée et encore un petit peu floue que parfois, on peut passer au travers d'un dépistage d'un haut potentiel, tout simplement. Donc, je te recommande, Marie-Ève, d'aller plus loin. Va regarder les autres vidéos de l'UDHP, de l'Université des hauts potentiels. Fais-toi un avis avec un autre psychologue. Va au moins voir 3 psychologues ou un neuropsychologue ou même un psychiatre aussi, pour te faire une idée un petit peu plus large de ta position et au moins être sûr de la direction dans laquelle tu dois aller. Parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, comme beaucoup de hauts potentiels qui viennent consulter à l'université, écoute, tu es à côté de ta vie, tout simplement. À côté de ta vie. Voilà. Ceci étant dit, félicitations d'être allé jusqu'au bout de l'écoute de cette vidéo, format podcast en ce moment, et je te l'ai expliqué dans les précédentes vidéos pourquoi je faisais des podcasts en ce moment. Tu as le lien de la formation en cours qui est en description. Fais-le maintenant parce qu'elle est valable que jusqu'à lundi prochain, 23h59, si tu en as besoin. Et je vais essayer de te mettre les liens vers les ressources de la description des troubles bipolaires, en espérant que le DSM-5 ne m'attaque pas pour avoir partagé 3 pages de son document. Et comme le disait Maître Yoda, que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Et on se dit très vite pour une prochaine vidéo.